Le thème 1 d'Histoire en seconde aborde bien sûr la place importante de la Méditerranée à l'époque antique et là nous allons voir à l'époque médiévale. Donc il faut savoir qu'au Moyen Âge, nous avons trois grandes civilisations qui se côtoient en Méditerranée. Alors civilisation, on entend ce terme comme ensemble de peuples ou de sociétés qui se distinguent des autres parce qu'elles ont des caractères, des caractéristiques propres. Alors ces trois civilisations que nous allons aborder et qui sont localisées autour de la Méditerranée, en tout cas au Moyen Âge, eh bien nous avons l'Occident chrétien, donc l'Occident chrétien qui est en fait l'ensemble des royaumes qui succèdent à l'Empire romain d'Occident qui a disparu en 476 et qui ouvre la période du Moyen Âge. Nous avons également l'Empire byzantin qui est l'ancien Empire romain d'Orient. Et nous avons le monde musulman qui se positionne dans le sud et l'est de la Méditerranée, essentiellement à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Alors ces trois civilisations, elles s'affrontent régulièrement. Impossible de ne pas penser aux croisades lorsqu'on évoque les rapports entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge. Vous avez tous et toutes dans vos têtes quand on parle guerre et tensions autour de la Méditerranée médiévale, et bien on pense aux croisades bien sûr. Mais dans le même temps, ces civilisations, elles vont nouer de véritables relations, et ce, dès le départ. Par exemple, on peut illustrer par l'an 802, où Charlemagne, qui est l'empereur chrétien d'Occident à ce moment-là, Charlemagne, couronné en 800, eh bien, il reçoit comme cadeau d'un calife, un calife musulman, Haroun al-Rachid, eh bien Charlemagne va recevoir de la part de ce calife eh bien, un éléphant albinos, qui est un animal très précieux pour les musulmans et qui est envoyé comme ça à Charlemagne. Et puis bien sûr d'autres cadeaux vont être envoyés entre souverains de royaumes différents. Donc nous allons effectivement étudier ces trois civilisations déjà dans un premier temps, puis on verra enfin leurs relations parfois violentes ou alors parfois qui permettent des échanges culturels, des échanges économiques très importants. Alors, ces trois civilisations qui se déjà nous avons l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est l'Empire d'Orient, on peut dire l'Empire romain d'Orient, qui s'est maintenu après la chute en 476 de l'Empire romain d'Occident. Vous le savez, 476, c'est le début de la période médiévale, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, mais l'Empire romain d'Orient, lui, se maintient. Et dans cet empire romain d'Orient, eh bien, nous avons un système qui est un peu particulier, c'est-à-dire que nous avons la capitale qui est Constantinople, qu'on appelait autrefois Byzance, et cet empire romain d'Orient ou empire byzantin, c'est une théocratie. Théocratie, ça veut dire que c'est un empereur qui règne, il est considéré comme l'envoyé de Dieu sur terre, et il a bien sûr des pouvoirs religieux, mais également politiques. Donc c'est une théocratie, l'empereur, c'est l'élu de Dieu, on va dire, sur terre. Alors l'Empire byzantin, c'est un peu particulier. Ce n'est pas une église catholique, c'est une église orthodoxe. Donc c'est la religion orthodoxe. Et l'église orthodoxe, elle est dirigée par un patriarche. Le patriarche, bien sûr, de Constantinople, euh, qui est une sorte de pape, si vous voulez, mais du côté orthodoxe, le patriarche. Et le patriarche, bien sûr, qui est sous contrôle de l'empereur, bien évidemment. Donc évidemment, ces orthodoxes vont être en conflit avec les catholiques, l'Occident catholique, qui eux évidemment sont dirigés par le pape. Et on va avoir de fortes tensions, on viendra un peu plus tard, entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes. Et ça va aboutir en 1054 au grand schisme où ces deux églises vont complètement se séparer et il n'y aura plus de contact vraiment entre ces deux églises orthodoxes et catholiques. Alors il faut savoir qu'effectivement, il y a des différences entre les orthodoxes et les catholiques. Par exemple, les orthodoxes prient en langue grecque, les prêtres ont le droit de se marier, et puis évidemment, ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape, ils ont le patriarche à leur tête, ce qui évidemment va provoquer des tensions avec le pape évidemment d'Italie et les chrétiens catholiques. Bon, alors l'Empire byzantin, à partir du XIe siècle, c'est un empire qui va être très fragilisé et qui va reculer énormément parce qu'effectivement, il va être envahi sur plusieurs fronts. On va avoir par exemple les Normands qui vont s'emparer de l'Italie du Sud, les Turcs qui vont avancer en Asie mineure et les Slaves qui vont prendre les Balkans. Donc cet empire va s'effriter au fur et à mesure et on va dire que pour se défendre, l'Empire byzantin va être obligé de demander
demander de l'aide militaire extérieure, notamment à l'Occident et à Venise. Venise qui sera une grande thalassocratie, c'est-à-dire que on verra un empire maritime très très grand. On le verra plus tard. Et en échange, évidemment, Venise va encore plus avoir de pouvoir puisque ils vont aider l'Empire byzantin à se défendre contre des invasions. Et donc Venise va avoir en échange de grands avantages commerciaux, mais on reviendra un petit peu là-dessus. Alors, voilà pour notre empire byzantin. De l'autre côté se place eh bien, le monde musulman. Le monde musulman, alors évidemment qui s'est construit à partir du 7e siècle enfin centré autour d'une religion qui est l'islam, hein. Donc l'islam qui est né au 7e siècle, après Jésus-Christ bien sûr, en Arabie et autour des grandes villes saintes comme Médine, la Mecque. Et en fait, ce monde islamique, hein, ce monde musulman va s'étendre très 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 rapidement. Et en un siècle, hein, il va se répandre en Mésopotamie, en Espagne, en Égypte, au Maghreb. Et ça va effectivement être un monde vraiment musulman qui s'étend sur beaucoup beaucoup d'espace. Alors, au Moyen Âge, il y a de très grandes villes musulmanes qu'il faut connaître, comme Bagdad, Le Caire ou Cordoue. C'est parmi les villes les plus peuplées, hein, du monde au Moyen Âge. Alors, la vie publique musulmane, elle s'organise autour des mosquées, évidemment, qui sont scandées par les prières. Nous avons beaucoup de commerce aussi, beaucoup d'échanges, dans les villes notamment, vous savez, dans ces marchés couverts qu'on appelle les souks. Et puis, ce sont des villes qui sont très intellectuelles, un grand dynamisme culturel. On a des savants arabes et persans qui, en fait, sont très en avance comparés à l'Occident, puisqu'ils ont accès très tôt au savoir indien de l'Inde. Et puis aussi au savoir chinois asiatique, et puis aussi à tout ce qui est antiquité grecque. Donc ils vont déjà très tôt récupérer les manuscrits anciens, avoir des échanges de mathématiques, peut-être de géométrie, d'astronomie avec l'Inde, avec la Chine. Et c'est vraiment de grands savants que nous avons dans le monde musulman. Et c'est aussi ça, enfin, ils vont être très en avance en fait comparé à l'Occident qui va devoir très vite rattraper cette avance-là, puisque eux traduisent en arabe les, les philosophes grecs, Platon, Aristote, etc. Donc ils ont vraiment un savoir, des savoirs très importants. Alors l'islam c'est aussi particulier comme système puisque ça repose sur un idéal d'unité, hein, c'est l'Oumma, la communauté des musulmans qui doit être unie et cette communauté elle doit être dirigée par un calife. Sauf que, évidemment, ça c'est de la théorie, hein, dans les faits, ce courant islamique, cette religion musulmane, elle est dès l'origine, hein, dès le 7e siècle, divisée sur le plan religieux. Il y a de fortes divisions, notamment entre les chiites et les sunnites, qui n'arrivent pas à s'entendre sur la succession du prophète Mahomet, Muhammad. Et évidemment, par exemple, les chiites, eux, eh bien, il se revendique du parti d'Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin préféré, hein, et le gendre du prophète. Et en fait, ce cousin aurait dû normalement succéder après la mort de Mahomet, sauf que il est écarté, on va dire, du pouvoir au profit du beau-père du prophète, hein. Le beau-père du prophète, c'est le père d'Aïcha. Aïcha, c'est la dernière épouse du prophète. Et ce beau-père, il s'appelle Abou Bakr. Et Abou Bakr, eh bien, c'est le descendant, enfin le successeur du prophète. Et les sunnites, eux, sont tout à fait d'accord et suivent la succession directe d'Abou Bakr. Alors que les chiites, je vous ai dit, eh bien, veulent qu'effectivement les descendants d'Ali ibn Ali Talib soient les califes. Donc ça va dès le départ être un, comment dire, un fait, hein, ça va susciter des tensions en tout cas dans cette Oumma, dans cette communauté des musulmans. Et du coup, ça va aussi faire que ce monde musulman, il va être très vite fragmenté en différents États, en différentes dynasties. Notamment entre chiites et sunnites, et puis aussi parce que le monde musulman va subir des invasions, notamment les Turcs seldjoukides qui viennent d'Asie centrale et qui vont s'installer dans ce monde musulman.
et qui va fonder et déstabiliser des califes. Et puis aussi les Berbères hein, qui vont s'installer au Maghreb, enfin les Berbères du Maghreb qui vont s'installer au Maghreb et qui vont aussi aller en Espagne, ce qui va fractionner aussi l'Espagne à ce moment-là. Donc on a plusieurs dynasties et plusieurs royaumes, États musulmans. Donc on a un monde qui est aussi assez fragmenté, même s'ils suivent l'islam, la religion islamique. Mais vous voyez, il y a aussi des dissensions entre chiites et sunnites. De l'autre côté, troisième civilisation à prendre en compte, eh bien, c'est l'Occident chrétien, évidemment sur l'Europe occidentale. Alors, à partir de l'an 1000, nous avons hein, cette population de l'Europe occidentale qui augmente très fortement. On va avoir, à l'époque on étudie hein, du Moyen Âge, des campagnes qui vont se moderniser, penser à l'invention d'outils plus pratiques comme la charrue, pour les champs, on va mettre en place cet assolement triennal. Vous savez, on a une parcelle de terre qui, une année, va être cultivée d'orge, l'année suivante de blé, et l'année suivante, elle va être mise en jachère, et ça tourne comme ça. Donc l'assolement triennal qui permet une meilleure homogénéisation des cultures et donc de manger mieux aussi, de moins avoir ces famines et de moins appauvrir le sol. Donc ça va permettre aussi cette croissance démographique hein, de la population occidentale au Moyen Âge. Bon, on a aussi ce développement des villes et du commerce. Nous avons bien sûr, comme les campagnes sont dynamiques, arrivent à produire plus, eh bien, ces produits de l'agriculture sont vendus dans les villes. Dans les villes se développe l'artisanat avec la poterie par exemple, le cuir, etc. Et tous ces produits sont vendus dans des grandes foires. Pensez à la foire de Champagne par exemple, où on vend évidemment, où des commerçants viennent, s'échangent des produits, se vendent, etc. Ce qui participe au dynamisme aussi de cette société médiévale, cette société occidentale. Bon, ça vous rappelle, j'espère, hein, des choses du programme de collège, mais effectivement, on a aussi ces villes qui se développent et ces villes qui étaient aux mains de certains seigneurs. Certaines vont peu à peu devenir indépendantes, avec notamment la signature des chartes de franchise. Le seigneur accepte de laisser libre sa ville et ce sont des notables qui vont gouverner la ville. Et puis, pensez par exemple, les villes libres, elles vont construire ce qu'on appelle le beffroi, et c'est un symbole. Donc ces villes qui vont être libres, libérées du pouvoir du Seigneur, le beffroi est construit pour permettre de lieu de réunion aux notables de la ville, etc. Et puis on a en Italie notamment des républiques, hein, des premières républiques qui émergent comme à Venise ou à Gênes. Et ces républiques qui se concentrent autour de la mer Méditerranée vont s'enrichir très vite puisque on viendra plus tard dessus. Mais ce sont des républiques qui commercent énormément et qui ont des vaisseaux, des bateaux commerciaux, les nefs là, qui vont leur permettre énormément de transferts de marchandises ou de personnes. Hein, le long de la Méditerranée. Alors, j'espère que vous vous souvenez, hein, mais cette société occidentale, elle est très hiérarchisée, ce qu'on appelle le système féodal, la pyramide féodale. Vous vous souvenez peut-être, hein, on a le roi qui est à la tête de seigneurs, les grands seigneurs, les petits seigneurs, les chevaliers, et puis évidemment tout en dessous, on a les paysans et les artisans. Souvenez-vous aussi hein, de ce système féodal qui lie les seigneurs à leurs vassaux. Hein. Vous vous souvenez, les suzerains et les vassaux. On a cette cérémonie de l'hommage qui promet entre suzerains et vassaux entraide, conseil, etc. Donc on a vraiment toute cette pyramide féodale qui est en place pendant tout ce Moyen Âge avec évidemment le roi à sa tête. Mais le roi, j'espère que vous vous souvenez aussi, au tout début du Moyen Âge, a très peu de pouvoir. Et en fait, ce sont surtout les seigneurs qui sont assez riches et qui ont du pouvoir, sauf qu'ils sont en concurrence en permanence. Et donc le royaume d'Occident, il est au tout début très morcelé en territoire. Et il y a beaucoup de guerres privées entre les seigneurs qui se font la guerre. Mais ça va être le rôle des rois à partir du XIIe siècle, quand c'est la dynastie des Capétiens puis des Valois, hein, du Capet par exemple, et bien peu à peu ils vont imposer leur autorité, ils vont se placer au sommet de cette pyramide féodale et ils vont peu à peu contrôler les seigneurs et renforcer leur pouvoir. Donc on va avoir de plus en plus ce roi qui va devenir autoritaire et qui va concentrer le pouvoir. Sauf que évidemment, il faut compter aussi sur cette présence très importante du pape
et de l'Église dans la société occidentale. Le pape hein, également va affirmer son pouvoir sur les rois et les seigneurs. Notamment, le pape, il va affirmer l'indépendance du clergé, il va encourager la formation d'ordres religieux, les ordres mendiants par exemple, qui vont prendre en charge toute cette société médiévale. J'espère que vous vous souvenez hein, que l'Église encadre totalement la société médiévale de l'Occident, par exemple avec toutes les cérémonies religieuses comme le baptême, jusque l'extrême onction, hein, l'Église est là partout, l'Église scande les heures de travail avec le bâtiment église, hein, bien sûr, et la cloche de l'Église. C'est les pauvres sont pris en charge dans les hôpitaux, les hôtels-dieux. Pareil pour les personnes malades, bien sûr, c'est l'Église qui prend ces personnes-là en charge. Donc l'Église est vraiment très très importante dans cette société médiévale, on la retrouve dans notre vie quotidienne en permanence. Et cette église et ce pape vont tenter hein, de réguler aussi les violences personnelles, les guerres privées qu'il y a beaucoup en Occident. Donc le roi, bien sûr, tente de les restreindre. Mais on a aussi le pape et l'église qui va en fait, enfin le pape en tout cas, qui va diffuser cette idée de guerre juste contre les non-chrétiens. Et ça va être ces luttes contre les musulmans, notamment en Espagne ou en Orient, avec ce lancement des croisades, et pensez à 1095, hein, qui est le lancement de la première croisade, c'est le pape Urbain II qui lance cette croisade, le but étant de libérer Jérusalem. Voilà, donc on a fait le tour de ces trois civilisations très importantes qui se positionnent autour de la Méditerranée et qui ont chacune un système un peu différent, avec cette place de la religion très importante et des territoires assez fragilisés, assez morcelés en fonction des époques.